Santé mentale des leaders. Comment prévenir les risques et cultiver le jardin du bien-être? Par Noah Elias. Beaucoup de personnes que je rencontre dans ma pratique jonglent entre une multitude de responsabilités, des défis financiers, des délais serrés et des décisions cruciales qui ne peuvent jamais attendre. Cette vie à 100 à l'heure peut être enivrante, exaltante, trépidante et cela s'accompagne d'une bonne dose de stress. Je croise énormément de personnes dont le rythme d'activité n'a plus rien de naturel et d'ailleurs, cela nuit globalement à leur efficacité. Cette lente descente aux enfers se produit généralement sans effet d'annonce, sans vous prévenir et un jour, le coup près tombe. C'est le point de rupture. Pourtant, il n'est pas une fatalité. La vigilance est évidemment de mise face à cet ennemi sournois. Quelques règles et un soupçon de discipline vous permettront d'apprendre à vous écouter et à dépister ces discrets indicateurs intimes qui doivent vous alerter avant d'atteindre le point de bascule. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les risques psychologiques auxquels un grand nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses est confronté. J'ai ainsi l'ambition de vous transmettre quelques clés et des stratégies essentielles pour les prévenir, plutôt que d'en guérir. Tout d'abord, il convient de savoir détecter les signes avant-coureurs. Tout ce petit monde croisé au hasard de la vie durant ma longue carrière pensait avoir un instinct très affûté en matière de relations sociales. Il s'imaginait être capable de distinguer les alliés des ennemis ou des bonimenteurs. C'est certainement une arme précieuse dans la jungle des affaires et il en va de même s'agissant de la prévention des risques psychologiques qui se traduisent toujours au commencement par des manifestations de stress et d'épuisement. Cela peut inclure des troubles du sommeil, une perte d'appétit, de l'anxiété ou une dépression légère, voire des manifestations cutanées comme de l'eczéma. Ne pas ignorer ces signaux faibles est crucial. Il est dans notre nature de relativiser, nous sommes faits du même bois, et beaucoup se réconfortent en pensant que tout cela va passer avec un peu de patience et quelques remèdes de grand-mère. En réalité, ils sont venus pour durer et c'est votre corps qui est occupé de tirer la sonnette d'alarme. Accordez-lui un peu de votre attention, car il a beaucoup à vous dire. Ne restez pas sourd à ses premières plaintes. Cela peut être difficile à croire, mais il faut bénir ces légers avertissements qui, bien que désagréables, sont de vrais amis pour l'équilibre personnel. J'ai recueilli les témoignages d'un nombre important d'addicts autoproclamés à leur travail ayant connu à un moment de leur carrière, dès le réveil, une absence de motivation écrasante. Ils me parlaient toujours d'une sensation de vide qui les habitait depuis plusieurs semaines déjà. Parfois, cela durait même depuis des mois ou des années pour les plus tenaces. Il est tout bonnement incroyable d'en arriver là. Pourtant, mes témoins étaient tous imbibés d'une forme de déni irrésistible. S'il est juste que rien n'est plus fort qu'une idée, que faut-il penser de cette capacité surnaturelle qu'a l'être humain à nier de telle évidence? Sourds ou simplement bornés, aveugles à leur propre détresse, ils débutaient tous une forme de descente aux enfers suivie à plus ou moins longue échéance d'une phase de reconstruction fort pénible. Toute cette détresse était évitable. Avant de poursuivre, répondez en toute franchise à cette simple question. Pensez-vous être différent des autres? Si c'est le cas, j'ai une mauvaise nouvelle. Il s'agit d'un autre point commun à tous mes témoins. Ils s'imaginaient tous naturellement prémunis contre toute forme de défaillance. L'inverse aurait même pu être décrit par les mêmes comme une chose honteuse. C'est presque un cliché, j'ai toujours trouvé cela particulièrement étrange. Il n'y a sans doute rien de plus naturel que d'adorer cette mise en lumière de chacun de nos succès. Les échecs peuvent se contenter des oubliettes puisque seule la gloire compte vraiment pour un entrepreneur à succès. Penser de la sorte est une erreur monumentale. Nous pouvons être certains d'une seule chose, la perfection n'est résolument pas de ce monde. Pourtant, la société et l'artificialité des vies numériques de notre époque conduisent à cultiver le mépris pour ce qui est considéré comme une faiblesse. En toute transparence, je ne peux pas adhérer à cette vision manichéenne du monde de l'entreprise. Je considère comme un signe rassurant et de grande intelligence que de parvenir à se remettre en question pour évoluer. Le doute permet aux individus de se construire. Cessez de douter et vos projets commenceront par stagner puis déclineront vers l'échec. Si vous êtes du même avis, c'est probablement que vous sortez du lot et ce sera votre meilleur atout sur la route du succès. Mes témoins étaient parvenus à créer et à pérenniser leur boîte, à des niveaux variables certes, mais ça marchait pour eux, même s'ils ressentaient un vide intime encore incompris. Dans ces projets individuels qui les animaient tant, ils étaient encore considérés comme des repères fiables par leurs équipes au moment de me consulter. Comment serait-il possible d'envisager la moindre vulnérabilité chez des personnes aussi méritantes et créatives? C'est simplement impossible de le concevoir pour le commun des mortels et c'est d'autant plus compliqué que la démotivation n'est pas toujours détectable, elle agit souvent de manière aléatoire et imperceptible pour l'entourage. Par moments, l'enthousiasme pouvait aussi leur revenir en fonction du déroulement de la journée de travail. N'est-ce pas troublant? Bien sûr que si, mais c'est uniquement le signe qu'à ce stade de l'effondrement, la fêlure était encore habilement dissimulée par un efficace jeu de dupes et d'habiles subterfuges. Le psychisme ne manque pas de ressources afin de nous voiler la face devant la réalité. L'étape suivante du processus de déclin est encore plus étonnante. La majorité de mes témoins m'ont un jour confié que les pistes qu'ils avaient envisagées dans le but de résoudre leurs problèmes nécessitaient un surcroît d'implication dans les projets, de se noyer littéralement sous la masse des dossiers ou de se battre pour conclure de nouvelles affaires.
De la sorte, le manque de temps aurait saturé davantage encore leurs esprits capricieux. Selon cette méthode d'automédication, le feu sacré devait renaître de l'intensité et de la variété des sujets à traiter. Le vrai problème ne pouvait être qu'ailleurs, externe à l'entreprise, un coupable était tout bonnement tapi dans l'ombre, occupé à se gloser de toutes ses difficultés. Avec du temps et beaucoup de labeur, les masques finiraient bien par tomber. Puisque la patience est mère de vertu, tout ça n'était au fond qu'une mauvaise passade. Pour moi, c'était intéressant à écouter. Mais je me demandais qui était le porteur du masque dans l'histoire. Parfois, les délires peuvent aussi animer la partie et sont d'autant plus intenses que l'ego de l'intéressé est développé. Non sans fracas, les besoins substitutifs firent alors leur entrée en scène afin de tenir le rythme de manière artificielle. Le catalogue est particulièrement large. Boissons énergisantes, pilules diverses, visites chez l'opticien dans le but de changer les verres de monture, car la lumière bleue des écrans est fatigante, j'ai tout entendu et surtout beaucoup de mauvaise foi. Pendant ce temps, les semaines s'écoulaient en pleine agueusie entrepreneuriale, tout en accroissant l'isolement. Graduellement, même l'annonce de la visite d'un client leur devint aussi pénible qu'un avis de décès, comme les emails ou les extraterrestres sur les réseaux sociaux, auparavant si divertissants. C'est encore plus inquiétant quand le même traitement s'applique aux proches ou aux enfants. En vérité, si vous vous reconnaissez dans cette petite histoire, c'est que vous êtes épuisé, mais que, installé dans votre petite cage dorée, vous manquez cruellement de perspective. Commencez donc par accepter que ce mal-être n'est rien d'autre qu'un signal positif envoyé par votre corps qui vous demande de lever le pied et obtempérer à ses injonctions. Ensuite, et seulement à cette condition, il sera possible de chercher l'origine de ce mal-être pour le traiter. L'une des principales raisons de l'épuisement lorsqu'on pilote un business, c'est le manque de limites, ce que j'appelle le syndrome du super-héros. J'ai rencontré ce phénomène chez un tas de personnes dans ma carrière. D'où provient ce sentiment de devoir servir en permanence ? Il se matérialise en une forme de crainte primaire de rater la chance d'une vie que représente un prospect exceptionnel, ou bien dans la conviction que le client est en droit d'exiger un retour sans délai. Qui n'a pas entendu dire un jour que le client est roi, ou bien encore que c'est la clientèle qui paye les salaires de la boîte. Cela peut paraître légitime quand le projet n'a pas encore atteint un certain degré d'autonomie économique. Depuis plusieurs années, entretenu et aggravé par l'effet délétère des réseaux sociaux qui abolissent la frontière entre la vie privée et professionnelle, le relâchement semble ne plus être autorisé au profit d'une quête effrénée à la performance. Vous êtes par ailleurs le visage de votre business, vous pensez sans doute qu'il est de votre responsabilité de maîtriser chaque volet de l'organisation, de tout valider, de tout contrôler jusqu'à l'excès. Vous n'en avez sûrement pas conscience et pourtant il s'agit déjà de manœuvres destinées à vous préserver des effets du monde extérieur. Par ailleurs, vous vivez la critique la plus banale concernant l'entreprise comme une atteinte personnelle insupportable et vous êtes convaincu que sans vous l'édifice s'effondrera. Tout ce que je viens d'énoncer, c'est une pure violence psychologique par la pression continuelle qu'elle génère ou que vous vous infligez. C'est de l'autoflagellation et vous n'êtes pas un martyr. On doit porter un projet dans l'espoir d'améliorer son confort de vie, pas pour lui nuire. Quelle drôle d'idée, je ne prétends pas que mon énumération est exhaustive. Assurément, d'autres circonstances peuvent amener à vivre pareilles épreuves. Ces exemples sont toutefois suffisamment communs à tous les cas que j'ai pu étudier pour les considérer comme une sorte de trait d'union. Par conséquent, si vous vous reconnaissiez ne serait-ce qu'un tant soit peu dans les gros traits que je viens de dessiner, il est important que vous réagissiez. Pour cela, je vous propose mon guide de bonne pratique. Selon moi, il est essentiel de commencer par définir des heures de travail raisonnables et de les respecter scrupuleusement. Vous devez développer une forme de culte de la déconnexion pour recharger vos batteries et ne jamais nourrir de complexes par rapport à cela. Franchement, le monde attendra bien votre retour. Vous devez aussi éduquer tout votre écosystème, les clients comme l'équipe, à cette nouvelle organisation à laquelle ils n'étaient pas habitués jusqu'alors. Comme en matière de bonne résolution, le plus grand risque, c'est d'en rester au stade de la théorie. En éveillant toutes les consciences, c'est autant de balises lumineuses que vous mettrez sur le chemin de la prévention. Ce n'est pas toujours simple, pourtant il faut tenir bon à tout prix car vous le valez bien. En réaction, les caliméros pourraient alors entrer en piste et il faudra savoir leur résister sous peine de rechute. Vous risquez d'entendre les plus nostalgiques ou réactionnaires évoquer que ce n'est plus ce que c'était, d'autres se sentiront négligés, crieront à l'injustice ou invoqueront des promesses non tenues. C'est parfaitement normal et vous devrez pouvoir faire preuve d'empathie et d'un soupçon de pédagogie. Jouons à un petit jeu et inversons les rôles un instant. Mettez-vous simplement à la place d'un client qui vous considérait jusqu'alors comme un véritable restaurant en self-service ouvert 24 heures sur 24, puisque vous répondiez à toute heure, de jour comme de nuit. On peut concevoir qu'il soit difficile pour lui de comprendre que, du jour au lendemain, il soit tenu de réserver via une application en ligne pour ensuite manger à la carte et patienter le temps que le chef prépare les plats mijotés avec amour et souci du travail bien fait. Ce client est tout simplement devenu addict à la rapidité de vos services et c'est en partie votre faute, ce qui vous vaudra des reproches et n'est franchement pas agréable. Vous allez devoir le désintoxiquer, bien qu'il ne manquera pas de moyens de pression ou d'arguments émotionnellement forts pour provoquer le retour de sa normalité. Il le désirera furieusement, mais dans votre intérêt commun,
il faudra résister à la tentation du simplisme ou se résoudre à mettre fin à cette collaboration devenue nuisible, c'est une question de respect mutuel. Peut-être aussi qu'il en viendra à apprécier la grande gastronomie, qu'il prendra conscience que les bonnes choses prennent du temps à se faire et que le service est devenu bien meilleur. Vous serez alors le grand gagnant de l'aventure. J'ai souvent remarqué que beaucoup de leaders peinent à déléguer, c'est même une constante, mais c'est une compétence essentielle pour éviter la surcharge de travail. Confier des tâches à d'autres membres de l'équipe ou externaliser certaines responsabilités peut radicalement réduire votre niveau de stress à la condition de parvenir à accorder votre confiance. Vous devriez tenter de transformer votre excès de présence en une forme de monitoring délicat. Rapidement, vous pourrez alors goûter aux fruits délicieux que cela produit. En effet, l'équipe se sentira subitement valorisée et développera des trésors de créativité que vous ne pouviez même pas soupçonner auparavant. À moyen terme, vous constaterez agréablement que les choses ne vont pas moins bien, elles se font juste différemment et avec davantage d'enthousiasme de la part de tous les coéquipiers de votre quotidien. Sachez aussi vous entourer de personnes positives qui comprennent les défis de l'entrepreneuriat et vont tolérer l'épisode de reconstruction que vous vous apprêtez à initier. N'hésitez jamais à partager vos expériences et frustrations avec d'autres entrepreneurs. Cela ne peut être qu'ultra bénéfique, notamment sur les réseaux, d'autant que cela démontre votre transparence puisque vous informez indirectement vos contacts du processus à l'œuvre et cela agira à la manière d'une bonne séance de psychanalyse. Les professionnels de la santé psychologique sont aussi à votre écoute dans les moments de doute ou de découragement. Comme dans un sevrage, rien de plus naturel, ils sauront vous aider à développer des stratégies pour faire face au stress et réaffirmer le bien fondé de l'approche. On le sait aussi, Internet regorge de prétendus coachs, ce n'est généralement qu'un essaim de charlatans prêts à tout pour profiter de toute faiblesse passagère. Passez votre chemin, vous ferez des économies par la même occasion. Enfin, la gestion efficace de votre temps est cruciale pour éviter de vous sentir submergé. Utilisez des outils de gestion du temps, établissez des priorités et des périodes de déconnexion, planifiez la journée afin d'optimiser votre propre productivité. On reparlera sûrement plus tard de ce vaste et passionnant sujet, je vous le promets. En guise de conclusion, je dirais que piloter une entreprise peut être un voyage passionnant, parfois un peu trop, et pour bien le porter, nous devons aussi prendre soin de notre santé mentale en cours de route. En reconnaissant les signes de stress, en pratiquant l'autodiagnostic, en définissant des limites claires et en cherchant du soutien lorsque vous jugez que cela est nécessaire auprès des bonnes personnes, vous parviendrez à prévenir les risques psychologiques inhérents à votre métier tout en cultivant un bien-être durable. Votre santé mentale est un atout précieux pour votre entreprise et toutes celles et ceux qui la composent ou dépendent de vos services. En prenant soin de vous, vous serez mieux préparé à relever les défis et à atteindre les objectifs à venir. Vous devez vous remettre au centre de vos propres préoccupations et si vous l'avez compris, ma mission est accomplie. Si ce contenu a pu vous éveiller ou allumer une petite étincelle d'espoir, n'hésitez pas à vous abonner, à le commenter, l'évaluer ou le partager à vos proches et amis. On se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils et en attendant, racontez-moi votre parcours, vos propres expériences, vos succès et les leçons apprises durant vos aventures dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait le charme d'une communauté de porteurs de projets tels que Hello.be. Voilà. C'est déjà ici que ça se termine. J'espère que vous aurez apprécié et appris de ce nouveau contenu. Je suis Noah Lias, expert en entrepreneuriat, consultant, formateur et avant tout fondateur de la plateforme Hello.be qui a l'ambition de révolutionner la vision de la comptabilité, de la finance et de la fiscalité en francophonie. Le concept Hello est innovant. On ne fait pas de comptabilité, on préfère vous apprendre à la tenir et on la supervise. On ne crée pas votre société, on le fait avec vous et on vous forme. On ne fait pas seulement des déclarations fiscales, on anticipe ensemble les événements à venir. Vous redevenez le cœur de votre projet et vous reprenez le contrôle de vos affaires. On ne réagit pas, on anticipe et ça fait vraiment toute la différence. Retrouvez-moi aussi en podcast sur la chaîne Hello, le podcast à succès, présente sur vos plateformes d'écoute préférées et sur tous les réseaux sociaux. À bientôt!